Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. C'est le mic. C'est bon, non? On compte. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Grénéreux pour la culture. Pour la rubrique culture. Mais tu me perturbes. Ok, désolé. Oui, aujourd'hui c'est mardi, comme vous le savez, on a la rubrique culture. Aujourd'hui, on a comme invité Monsieur André Bitege Bindé, surnommé André Pépendé par feu Alain Dixon Rabaguino. C'est un artiste, auteur, compositeur, chanteur gabonais, originaire de la province de Logo-Ivindo. Il se fait découvrir du grand public à travers l'émission Qui sera la révélation de l'année en 1981 de Alain Dixon, qui a vu la participation de plusieurs autres artistes, notamment Marcel Jabio, Edingo et autres. Donc très engagé depuis son jeune âge, il relate dans ses chansons la vie, la tradition, les mœurs, l'éducation, l'enseignement. Surtout rappelons qu'il est inspecteur pédagogique de philosophie à la retraite depuis 2016 et comme il a dit, il faut préciser aussi, disciple de Jésus-Christ. D'accord, disciple de Jésus. Jésus-Christ. Donc avec lui, on va revenir sur sa carrière et notamment ses titres Pourquoi tu as phares. tenu à l'inviter? J'ai tenu à l'inviter, non pas par rapport à, on va dire quoi, à la cérémonie d'ouverture forcément du dialogue national, mais parce que pour moi, on avait déjà écouté la chanson. Tout le monde connaissait la chanson, mais on ne connaissait pas forcément le message derrière. Mais le générique de ton... C'est une reprise. Ce n'est pas comme si c'était directement lui. Enfin, c'est une reprise. Et on s'est dit que, bon, pourquoi est-ce que moi aussi, je me suis posé toujours cette question de pourquoi est-ce qu'on a eu cette reprise, par exemple. Est-ce que le message est resté le même? Pourquoi, quand on parle de India ou encore de Nzalé, ce sont des sons qui, malgré qu'il ait enregistré ça depuis des années, ça a toujours cet impact-là auprès de plusieurs générations. D'où on a tenu à l'inviter pour en savoir un peu plus sur lui aussi. D'accord, ok. Bonjour, monsieur André Pépé. Bonjour monsieur, Comment allez-vous ce matin? je vais parfaitement Vous êtes bien, une merci. légende de la musique. Légende, bon, vous le dites, je le suis. Vous avez commencé la musique très jeune. Très jeune, peut-être pas. Je crois que j'avais commencé la musique quand j'avais déjà 20-21 ans. Vous avez commencé au Amakoko ou à Libreville? À Makoko. Il y avait des moyens, des infrastructures pour faire de la musique au Non. niveau où vous la faisiez à l'époque? Non, ça veut dire, lorsque j'avais commencé la musique à Makoko, j'avais commencé à jouer dans mon établissement scolaire, au lycée, à la troupe théâtrale du lycée d'État de Makoko, aujourd'hui devenu lycée Alexandre Samba. Et quand je suis venu ici à Libreville, en première, en 1980, bien, j'étais au lycée d'État et j'ai commencé à fréquenter la RTG. Et c'est là où on nous a remarqué, on nous a fait savoir qu'il y a une émission concours qui se prépare ici, qui sera la révélation de l'année. Je suis sauté sur l'occasion. À Makoko, au lycée, vous jouez quel instrument? C'était la guitare. Qui vous avait appris ça? Bon, très jeune, j'allais chez mes parents à Mivoul, parce que vous savez que le Logo-Ivindo et Mivoul sont deux parties du Gabon qui reviennent des mêmes endroits, Mikebe. Bon, bref. Alors, j'avais un parent là-bas, je ne sais pas s'il faut dire son nom, il s'appelle M. Ndonjan Argent, il n'est plus, il nous a quittés. Moi, je partais piquer sa guitare. Quand il va à la plantation, j'essayais de chercher à comprendre comment il faut jouer une guitare sèche. Je n'arrivais pas jusqu'à ce que j'étais obligé de me révéler à lui. Et il a été disponible, il m'a enseigné comment jouer la guitare. D'accord. Voilà comment je reviens. C'était difficile d'apprendre à jouer la guitare? Bien sûr, mais quand tu as déjà le don dans le sang, eh bien, tout devient facile dans cette matière. Est-ce qu'à part la guitare, vous avez appris à jouer un autre instrument? Bon, bien avant la guitare, nous sommes nés d'une famille de musiciens parce que mon père lui-même, il joue les tam-tams, les tambours, et il nous a enseigné à jouer les tam-tams, les tambours, que nous continuons à jouer jusqu'à maintenant. Et donc vous arrivez à Libreville et vous rentrez dans un concours de la RTG. Oui, qui sera la révélation de l'année. C'était en 1981. J'ai trouvé un artiste du Wellington, Monsieur Obianengo. Il vient encore, il travaillait au Trésor. Il était toujours premier. Bon, quand moi je suis venu, eh bien, j'ai été voté par le peuple gabonais. D'accord. Je l'ai renversé. Et 2 semaines après, j'ai été renversé par d'autres. Et on a retenu 7 finalistes
un artiste par province. Et sur ces 7 finalistes, ils ont réservé 3 prix. Le défunt Ngalé Pépé a eu le premier prix. Le défunt Dingo a eu le 2e prix. J'ai eu le 3e. Quelles sont les chansons que vous avez proposées à ce concours? La première chanson par laquelle le monde entier m'a connu en tant qu'artiste, auteur, compositeur, chanteur, c'est Andia. Voilà. On va écouter un peu, on va écouter ça. La chanson parle exactement de quoi? C'est une revendication sociopolitique. Dans cette chanson, l'artiste trouve que les richesses du pays devraient être partagées dans la justice et dans l'équité. On est en quelle année? Dans les années 80? Oui. Et vous faites une chanson comme ça ou bien c'est beaucoup masqué par des figures de style? Non. J'ai bien dit que c'est une réclamation sociopolitique. Vous savez que notre pays a souvent été dirigé par des dictatures. Et l'objectif de chaque dictature, c'est de piller le pays, c'est de manger la richesse seule, sans donner aux populations. Donc j'ai vu ça, alors je l'ai dénoncé en disant qu'il faudrait que les lignames de la plantation de notre mère soient partagés dans l'équité, dans la justice. Mais comme tel n'est pas le cas, ça risquerait de se terminer par une révolution. Est-ce qu'on vous a une fois interdit de chanter Andia? Je peux dire que j'avais été enfermé pendant 72 heures au CEDOC. J'allais faire mon passeport pour aller faire mon 33 tours seul à Paris. On m'a questionné justement sur Andia. Je suis passé sur 2 ou 3 portes d'un lieutenant à une autre, jusqu'à ce que le chef du CEDOC, à cette époque que j'étais le nom par discrétion, m'a appelé à son bureau dans le sous-sol. Et il m'a dit, bon, tu vas rester là pendant 2 jours. À cause de la chanson Andia. Parce que ça avait été... Bon, je peux dire qu'à notre époque, nous alignions un certain langage pour nous faire comprendre par le peuple, pour éviter les représailles de la dictature. C'est ce que je disais. Voilà, parce que n'importe qui ne pouvait pas savoir qu'Andiela, quand vous parlez d'Andiela, c'était la richesse du pays, parce qu'Andia, c'est l'igname. C'est l'igname. L'igname de la récolte de ma mère. mère. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont compris la profondeur du message et ils sont allés traduire. Tout à fait. C'est ça. Vous avez cherché à savoir qui c'était? Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Un frère juvain. Bon, je laisse passer. C'est déjà pas dû passer. Est-ce que votre mental a eu un coup après? Bon, j'étais un enfant téméraire. Je le demeure encore. En fait, pendant que je me trouvais au cachot là-bas, comme eux-mêmes ils l'appelaient, moi je chantais, je continuais à chanter dans la cellule qu'on m'avait mis. Je chantais jusqu'à ce que mon grand frère est venu me trouver. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais on m'a arrêté. Comment ça, il est venu vous trouver? Ça veut dire, lui, il savait que j'étais parti faire le passeport. Oui. Mais ce sont ceux qui ont vu comment on m'a arrêté, qui sont partis lui dire que mais tu cherches ton frère. Ah, d'accord, il est venu de manière physique. Oui. Parce que là, j'étais déjà dans un autre monde. Non, il est venu de manière physique. D'accord. Parce qu'on lui a appris que ton frère, il a été arrêté, bon, il faut aller le chercher. Il est venu me chercher. Et comme ça, tout d'un coup, c'était quelqu'un donc qui avait du poids dans la société. Non, c'est un grand frère à moi. En fait, on voulait juste m'embêter et après, eux-mêmes, ils ont trouvé que bon, c'est inutile, il faut le laisser partir. C'est tout, c'était des intimidations. Ouais. Vous avez eu votre passeport? J'ai eu mon passeport. Vous êtes parti en France? Je suis parti en C'était France. la première fois en France? Oui, en 1982. Comment? Après Andia, 81. Mais qui vous donnait les directives? Vous partez en France comme ça, tout seul, aller faire un 33 tours? Comme maintenant, là, j'ai des gens qui viennent à moi pour me produire. Dès que j'avais eu le prix à l'émission Qui sera la révélation de l'année 1981, eh bien, c'est M. Jacques Adjaino, directeur général de la RTG de l'époque, qui va me prendre en charge. Il va me payer le billet d'avion aller-retour, l'hébergement et le travail de studio. Mon premier album solo qui s'intitule Edoudam. Voilà. Quelqu'un vous attendait à l'aéroport? Ceux qui étaient venus nous enregistrer ici, dans la chanson Zal, c'est eux qui m'attendaient, M. Fred Grenier et le défunt Jean-Yves Messan. C'était extraordinaire d'arriver en France à cette époque. Oui, c'était éblouissant. Et dans quelles conditions vous avez enregistré le premier album? Le premier album a été enregistré dans des bonnes conditions. C'était un studio à rue des Abbesses, à Paris, je me souviens. Il fallait d'abord qu'on m'apprenne comment on enregistre en studio. Parce qu'ici, on a chanté et ils sont venus nous enregistrer des voix seulement dans les studios de la RTG. Ils ont amené les voix en France et sont partis faire des enregistrements. Or là, il fallait que je fasse des enregistrements phonographiques et avec la musique et avec ma voix sur place. Donc, il fallait qu'on me donne certaines instructions
comment fallait se tenir, surtout ne pas être timide, garder sa voix déjà bien portante, etc., etc. Ça ne vous a pas fait un choc d'arriver dans un pays développé à ce niveau, alors que vous venez de fin fond de Makoko? Non, ça ne m'a pas fait un choc. J'entendais parler de la France, j'entendais parler de Paris, parce que mon grand frère dont je viens de parler, lui-même, il a terminé ses études en France, donc je savais qu'un jour, je serais moi-même. Je m'étais déjà préparé. Vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait un mois. J'ai laissé le produit. Le produit m'a suivi 2 semaines après. Est-ce que vous avez écrit d'autres chansons, étant sur place? Sur place en France? Oui, en France. Je suis allé en France avec des cahiers de chants bien remplis. Jusqu'à présent, ces cahiers de chants sont encore parlants. J'ai des chansons. Et donc, le premier album avait combien de titres? Le premier album avait 6 titres. Le deuxième aussi, qui s'intitule Zal, avait aussi 6 titres. Mon premier album, c'était un album collectif où on était 9 artistes. Chacun avait son titre. Donc, mon titre, c'était Andia. Andia. Ah, d'accord, une compilation. Voilà. Quand vous êtes revenu, comment la famille vous a accueilli? Bon, ils étaient en joie, dans l'espoir de voir enfin mon univers musical s'ouvrir, parce que c'était la première fois que je faisais un tour solo. Le premier, il était collectif, comme vous l'avez dit, donc ils m'ont accueilli avec joie. Et Nzalé? Zal, ça veut dire le village. C'est la nostalgie qu'éprouve un artiste parti loin de chez lui. C'est ça le thème Zal. Vous avez chanté ça dans quel contexte? Vous avez écrit ça dans quel contexte? Justement, quand vous êtes parti du village pour venir à la capitale? Non, c'est parce que dès que je suis venu apprendre ici à Libreville, j'allais souvent au village, mais il fut un moment où, comme je peux le dire, j'ai bloqué mes départs au village. Je n'y partais plus tellement. Qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Bon, j'avais la bourse à l'université. Je bringuais à Libreville comme tous les Vous jours. avez adopté la vie de la ville? Maintenant, oui. Quand mon épouse est venue me trouver avec nos 2 premiers enfants, je n'avais plus assez de moyens pour pouvoir me déplacer, aller au village parce que ça demandait de l'argent. Alors, je me suis mis à pleurer dans mon cœur. C'est là où la chanson Zal est née. Mais qu'est-ce qui vous manquait du village? Bon, le village, c'est d'abord mes racines. C'est chaque fois que je me sens perdu, c'est à mon village que je pense. Alors, quand je fais plusieurs années sans plus aller au village, je perds les repères, je perds beaucoup de valeurs, je perds ce qui m'est essentiel parce que tout me vient du village. Quand vous dites tout vous vient du village, nous quand vous nous dites le village, nous on voit juste la maison, la petite rivière derrière, le corps de garde, la cuisine, la plantation. Qu'est-ce quand vous dites tout? Tout, ça veut dire la première formation d'un enfant lui vient de son village parce que son cercle familial est dans ce village-là. Et c'est ce tout-là qui forme ma vie intérieure et ma vie sociale jusqu'à ce qu'on rentre à l'école des Blancs. C'est pour cela que j'appelle tout. Donc, lorsque vous êtes loin de votre village pendant des années, ce tout-là, au lieu de s'enrichir, va aller en disparaissant. C'est ce tout-là qui m'avait manqué. Voilà pourquoi j'ai chanté. Est-ce qu'à un moment, vous avez laissé les principes philosophiques pour les principes bibliques? Bon, c'est une question très importante. La philosophie se définit comme étant la recherche de la vérité et du bien. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous comprenez que pendant qu'on est en train de chercher la philosophie, je veux dire la vérité en philosophie, mais avec Jésus-Christ, j'ai déjà la vérité. Voilà pourquoi, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, j'ai fait la philosophie jusqu'au fond, mais il me manquait toujours quelque chose. Malgré les principes philosophiques, c'est quelque chose-là, je l'ai trouvé en Jésus. Ça veut dire la vérité, le chemin, la vie. Hormis Nzal ou encore Andia, vous avez d'autres titres comme Mbomtan. Oui. Où vous dites... Quoi? Tu as prononcé ça comment? Prononce bien. Comment on prononce, s'il vous plaît? Comment? C'est un bon temps, vous avez Merci. Où vous parlez de l'homme-fan, en fait, qui ne doit pas épouser la femme blanche. Oui. La chanson Bon temps, c'est une façon de renforcer l'une de nos traditions, selon laquelle un homme-fan
ne doit pas aller épouser une femme blanche. Pas par racisme, non. C'est parce que sur le plan des valeurs, la femme blanche ne peut pas pêcher, ne peut pas couper du bois, ne peut pas faire les durs travaux que font les femmes noires de chez nous. C'est pour cela que nos pères nous disaient que, mon enfant, il ne faut pas aller épouser une femme blanche. Pas parce que c'est du racisme, non, c'est parce que la femme blanche ne connaît pas ce que peut connaître une femme noire. Donc, c'est une façon d'encourager les fils fins à épouser les filles noires. Est-ce que là, vous n'avez pas limité le rôle de la femme noire? Vous-même, vous savez très bien que la société évoluant, nos parents ont souvent placé la femme comme étant l'aide de l'homme. Ça veut dire, sur le plan des travaux champêtres, la femme elle-même savait déjà quelle était sa place. La femme, c'était le travail et faire les enfants. Voilà. Donc ça, c'est pour Ndal. Et il y a aussi un autre son, désolé pour la prononciation, Kumzeg. C'est bien ça? Voilà. Vous parlez de quoi à l'intérieur? Un Kumzeg, c'est le nom d'un orphelin. C'était un orphelin. Et cet orphelin, il était intelligent, il était brillant, mais méprisé dans la société. Alors lui aussi, il revendiquait son statut social. Pourquoi me méprisez-vous? Est-ce que vous ne croyez pas que j'ai de la valeur? Donc, un commissaire, il fait ses réclamations en famille, tant sur le plan familial que sur le plan social. Il réclame, il veut être reconnu dans sa propre valeur. Nous avons souvent eu des situations comme ça dans nos familles. Soit c'est un handicapé, mais qui se sent méprisé, mais à un moment donné, il réclame que sa valeur soit reconnue, tant sur le plan familial que sur le plan social. Donc, c'est ça aussi la même histoire. Vous avez écouté le Mbet? Je joue du Mbet. Vous jouez du Mbet? Oui. Est-ce que le Mbet vous a inspiré pour écrire une de vos chansons? Tout à fait. Il y a aussi un autre titre, peut-être qui n'est pas sur votre liste. Et dans Ndanayon. Ndanayon, c'est du Mbet. Ça, Yabarana. Vimeka soba soba wo. Oh, yesi yo itimo ye. Bafaba kasilana ya 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 fort. Ça, c'est une chanson que le Mbet m'a inspiré. Et je l'ai sorti, ça, le rythme Mbet, et ça parlait du Mbet. Parce que l'arbre généalogique, c'est les débuts, les préludes même de l'univers épique du Mbet. Vous avez vraiment été inspiré par la culture. Mais comment ça se fait qu'un bon bout de temps, vous n'avez plus produit de la musique? Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été professeur de philosophie, puis je suis sorti inspecteur pédagogique de philosophie. J'ai cherché la vie dans la philosophie, je ne l'ai pas trouvée. Mais comment vous pouvez chercher la vie dans la philosophie? Vous êtes quelqu'un qui est attaché à ses valeurs culturelles. Vous avez un fort attachement avec le village. Vous êtes quelqu'un qui comprenait le Mbet. Voilà. Mais comment, à un moment, vous laissez tout ça pour aller chercher à comprendre votre vie dans quelque chose qui nous vient de la Grèce antique? Parce que la culture ne donne pas la vie. La philosophie ne donne pas la vie. C'est là où j'ai senti qu'il me manque quelque chose d'important. Il m'a fallu donc chercher un endroit où il fallait que j'aille fonder ma vie. Et cet endroit-là, je l'ai trouvé en Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Il la donne en abondance. Aujourd'hui, je me réjouis beaucoup d'avoir une double valeur. Une valeur hautement spirituelle parce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire toute culture, toute politique, toute autre puissance est en bas de Christ. C'est là où j'ai trouvé le fondement de ma vie. On a l'impression à vous voir sur scène avec le président de la République, le président de la transition, que au fond de vous, vous aviez su que ce jour allait arriver. Rien qu'en regardant la scène. Ou bien c'est juste une apparence qu'on a eue. Que notre pays allait traverser toutes ces étapes-là. Je l'avais prévu parce que toutes mes chansons ne sont qu'un combat politique. Tous les titres que ma fille venait de reprendre là, ce ne sont que des combats politiques, quel que soit ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors, j'avais pensé qu'un jour, la dictature tombera. Je croyais la faire tomber moi-même par mes titres, parce que les œuvres d'art, ça peut aller jusqu'à causer des révolutions populaires. Je n'y suis pas y arrivé à cause de la dictature qui était plus forte que moi. Mais lorsque le président Oligui Nguema est arrivé,
par devoir, parce que moi je le comprends comme ça, il a été obligé de déposer la dictature pour sauver le peuple. J'ai dit Dieu merci, parce qu'enfin la dictature est tombée. Maintenant, quand je suis venu chanter à l'ouverture, quand je l'ai vu monter vers moi, je m'en suis réjoui fortement. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir une si haute autorité venir aborder votre œuvre d'art, danser avec vous, vous embrasser comme il m'a fait, tout ce qu'il m'a fait. Je m'en réjouis. Qui a choisi la chanson que vous devez interpréter? Bon, il s'est passé d'abord quelque chose, et tout le monde l'a vu. Le président était chez lui à Oyem. Il a dansé Zal. Tout le monde a vu que c'est la chanson d'André Pépinzé qu'il danse. Lui-même, il a commencé à poser des questions, à savoir, bon, cette chanson, est-ce qu'elle est du défunt Pierre Claver Nseng ou bien du défunt Dingo? Il y a un de ses conseillers qui lui a dit, non, monsieur le président, ni l'un ni l'autre, il s'agit de l'artiste André Pépinzé de Logoué et Vindo. Ah bon? Il a dit oui. Donc, quand il est parti chez moi, il ne m'a pas vu. Les jeunes de chez moi ont fait un concert, tant mieux que mal. Mais il s'est dit, mais oui, l'artiste Pépinzé, on m'a dit qu'il est de Logoué et Vindo, donc il n'est pas là. Quand un jeune artiste fan a vu que le président était un peu triste, parce qu'en matière de spectacle, c'était pas ça, lui, il a entonné ma chanson Andia. Quand il a fini d'interpréter Andia d'André Pépinzé, bon, le président lui l'a appelé. Il a dit, est-ce que tu connais la signification de cette chanson? Il a dit à monsieur le président, je ne peux pas vous répondre. Je sais seulement qu'il s'agit de l'igname et de la gazelle, mais ce que les deux là ont fait, je ne connais pas. Le président lui a dit, ton frère, il chante la rébellion. Parce que de toutes ses œuvres d'art, il ne faisait qu'attaquer le régime de dictature. Donc, il lui a donc posé la question de savoir, est-ce qu'il est encore vivant? Parce qu'il a été également répandu que, bon, je suis décédé. L'enfant a dit, oui, il est vivant. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez me le trouver à Libreville et me l'amener? L'artiste a dit, oui. Arrivé ici à Libreville, eh bien, ils sont descendus à la maison. Il m'a ramené au président Oligui. Donc, je suis parti chanter parce que le président l'a demandé et la chanson Zal était déjà calée et c'est elle que j'ai chantée. Vous avez dit qu'à un moment, à travers tous vos œuvres, vous avez combattu la dictature, mais la dictature, à un moment, était plus forte que vous. Est-ce que ce n'est pas ce petit moment de faiblesse-là qui vous a retranché dans la chrétienité et dans la philosophie profonde? Bon, tout ça, c'est la vie, hein, monsieur. Effectivement, il y a un peu de ça aussi. Parce que tout le monde, face à la dictature gabonaise, a fini par chercher à trouver toujours une solution. Hommes politiques comme hommes politiques. D'autres sont partis s'asseoir après avoir montré qu'ils sont des hommes jusqu'à présent. Et un artiste comme moi, je me suis dit, la dictature est plus forte que moi. Moi-même aussi, je suis en train de chercher à fonder ma vie. Il faut que je aille en Christ. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti délaissé, que ce soit par l'État ou entre griffes le ministère de la Culture, surtout quand on vous a annoncé comme étant mort lors d'une cérémonie? Ma fille. Oui, lors de la nuit du talent, on a dit qu'il était décédé. Il a fait une lettre ouverte. J'ai été rejeté par la dictature du pays. J'ai été rejeté par la plupart des cadres de ma province. J'ai été rejeté par beaucoup de mes collègues de philosophie. J'ai été rejeté, jusqu'à ce que le Saint Jésus-Christ m'a relevé. Et aujourd'hui... Est-ce que ce n'était pas parce que vous étiez trop dur dans vos positions? Bon, il y a de ça. Mais il y a aussi ma nature. Oui. Je ne recule jamais. Quand je décide de mettre à terre un fléau, tant que ce fléau n'est pas encore à terre, je ne peux pas dormir. Effectivement, dans un pays comme le nôtre, qui était dans la dictature, des gens comme ça, on les rejette, on les repousse. Je suis sûr que j'ai été repoussé à cause de cela aussi. Mais c'est quand même extraordinaire. Non, moi j'ai participé à la Nuit du Talent. Mais si, on a annoncé comme étant la décédé. Nuit du Talent, s'il vous plaît, avec votre permission, la Nuit du Talent, à la fin, a fini par dire, bon, nous allons maintenant vous présenter les artistes qui nous ont quittés. Et une bande a défilé avec les noms de ces artistes-là. Il y avait André Pépinzé. Chaque nom avait un cercueil derrière. Ça vous a fait un choc? Ça m'a choqué beaucoup. Ça m'a choqué beaucoup au point où j'avais adressé une lettre ouverte au ministre de la Culture de l'époque, qui s'appelait M. Daouda Mouyama, avec beaucoup de respect d'ailleurs, parce que c'est eux qui nous gèrent. Mais je lui ai posé la question de savoir, vous déclarez un artiste
mort. Est-ce que vous avez été voir l'épouse, la famille de cet artiste et qu'on vous a confirmé que l'artiste est décédé, ou bien vous avez eu un certificat de décès venant de la part des médecins? Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Pourquoi me déclarez-vous décédé, monsieur le ministre? C'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, bon là, je crois que vous avez manqué de respect à un artiste, à un père de famille et à un inspecteur de la République. Et il m'a reçu. Ils sont venus me demander pardon. Je crois que c'était à cette chaîne-là, ici, dans cette radio même, parce que c'était à Urban, que j'ai appris qu'il a envoyé son secrétaire général pour venir il était revenu présenter dessus. ses excuses. Voilà. Est-ce qu'à un moment, vous avez été confronté à des problèmes de piraterie sur vos œuvres? Jusqu'à présent. D'accord. Donc tout ce qui est mis sur les plateformes digitales là, vous nommez. C'est de la piraterie. Et même jusqu'en France. Parce que ce n'est un secret pour personne. J'avais tenu informé le ministère de la Culture de ces effets de piraterie-là. Non seulement ici au Gabon, dans YouTube, etc., mais également, il y a 2 sociétés françaises dont je vais taire le nom par discrétion parce que cette affaire est en cours. J'ai porté plainte en France parce que 2 sociétés françaises avaient piraté mon album Zal après avoir vendu plus de 8000 exemplaires de cet album-là. J'ai porté plainte. Cette affaire est en train de suivre tout son cours à Paris en ce moment. Voilà la piraterie dont je suis victime. La piraterie n'est jamais finie. Si on vous donne un stylo et un cahier, vous allez écrire sur quoi Maintenant. En ce moment-ci, victoire. La victoire. Parce que j'ai une victoire en ce moment. Je ne sais pas si vous allez aborder cet aspect des choses, ma relation avec le président de la République. La dictature est tombée au Gabon. Un président que les Gabonais aiment est arrivé, un président que j'aime aussi, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Si on me donne un stylo tout de suite bien, j'écrirai sur la victoire. C'est ma victoire là. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de vous? Je suis un homme de cœur, je suis un homme d'amour, j'aime aider les gens et j'aime les gens. D'accord, c'est bon pour moi. Et excusez, il y avait combien dans l'enveloppe que N'importe quoi. Non. Merci, M. André Pépézé, avec vous. Monsieur Bitegué, pourquoi on vous a surnommé André Pépézé? Alain Dixon. C'est le défunt Alain Oui, Dixon. Alain Dixon, oui, vous l'avez dit. Mais pourquoi il a choisi ce nom? Non, ça veut dire que pour lui, il m'a dit que Bitegué Binzé André, c'est trop long. Mais seulement Pépézé. Comme ça, les jeunes filles qui sont devant là, ils vont vous suivre. J'ai dit, bon, ça n'a qu'à rester comme ça. Et vous avez utilisé ça comme nom de scène pendant longtemps? Oui. André Pépézé, c'est comme ça que Quand vous avez toujours continué à faire la scène une fois que vous étiez déjà professeur? Ou bien vous avez arrêté Quand je commençais à enseigner les petits Gabonais, oui. J'avais fait, je crois, 2 spectacles comme ça. C'était des spectacles collectifs avec les pieds Cavernes, Zeng, Akedege et tout ça. Bon, et puis après, j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête pour chercher à fonder d'abord ma vie avant de continuer. Mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais reprendre avec ma musique. Mais ça vient de se produire. Oui. Et là, c'est sûr que beaucoup de gens vous appellent pour travailler? Bien sûr, bien sûr. En studio, vous avez Bien encore sûr. l'énergie qu'il faut pour ça? Il y a un album qui est en vue. Je ne l'ai pas encore commencé. Je suis en train de prendre des contacts. Mais il y aura un album quand même. Je reprends là, ça ne va plus s'arrêter. D'accord. Merci, M. Bitegué Binzé, dit André Pépézé ce matin sur les 104.5 dans le cadre de la rubrique Culture avec René Ruth. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur, madame. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.